Qui a voulu tuer Volodymyr Zelensky? Oui, le FSB avait-il fermement l'intention de liquider le président ukrainien? Oui, selon le SBU ukrainien Sylvia Mikon, qui annonce avoir déjoué une tentative d'assassinat. Oui, effectivement, une annonce qui est parue il y a quelques instants. Les services de sécurité ukrainiens, le SBU, Kiev aurait réussi à contrecarrer les projets du FSB, dont l'un d'entre eux n'est autre que d'assassiner le président ukrainien Zelensky, mais aussi d'autres personnalités haut placées. On le sait, le chef d'État ukrainien est une cible depuis le début. Lui-même a déjà raconté à la presse avoir survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Alors, le SBU, vous voyez, a publié une vidéo dans laquelle il révèle tous les détails. Le réseau comprenait 2 colonels de l'UDO, ce sont les services de protection du chef de l'État, qui ont donc divulgué des informations confidentielles. Regardez ce qu'ils disent. L'une des tâches du réseau de renseignement du FSB était de rechercher des exécuteurs parmi les militaires proches de la protection du président qui pourraient prendre le chef de l'État en otage et le tuer plus tard. Alors, il n'y a pas que Zelensky qui était visé, mais aussi le chef des services de sécurité ukrainien lui-même, Vasil Maliuk, et Kirilo Boudanov, que l'on connaît bien, c'est le patron du renseignement militaire. C'était prévu d'ailleurs de l'éliminer avant Pâques. L'agent recruté devait observer les mouvements de Boudanov et transmettre les informations. Selon les coordonnées de la maison où le responsable était censé se trouver, une attaque à la roquette était prévue. Ensuite, il devait attaquer les personnes restées dans la zone touchée avec un drone. Et puis après cela, les Russes avaient prévu de détruire les traces de l'utilisation du drone avec un autre missile. Voilà, l'armement de l'agent aurait été fourni par l'un des colonels qui aurait personnellement amené à Kiev des drones FPV, des charges, des mines. Toutes ces personnes ont été surveillées dans leurs déplacements, dans leurs conversations avant d'être arrêtées par le SBU. Selon le chef du SBU, cette attaque terroriste, elle devait être un cadeau à Poutine avant son investiture. Alors très peu de personnes étaient évidemment au courant de cette opération et ce serait donc, selon la version de Kiev, un échec cuisant des services spéciaux russes. Merci beaucoup Sylvia pour toutes ces informations. Ça fait quand même un sacré cadeau parce que Zelensky n'était pas seul et c'était quand même une grande partie de l'état-major ukrainien qui devait être liquidé. Qu'est-ce qu'il en pense, Sergueï, à votre avis? On va lui poser la question. Sergueï Boutman, c'est vrai que c'est pas la première fois. Zelensky nous disait il y a peu de temps, en novembre dernier encore, avoir échappé à 5 ou 6 tentatives d'assassinat. Visiblement, là, les Russes ont toujours cette idée en tête. Peut-être, tout est possible. Nous n'avons pas tous les éléments, mais le président Zelensky avait dit que c'était, il y a eu de tentatives. Il y a eu de tentatives, surtout c'est le lendemain, je dirais, de l'invasion russe, et ces tentatives ont été réitérées plusieurs fois. Tout est possible, mais nous n'avons pas tous les éléments de ce complot, s'il existe, et quel est son ampleur et comment ça se passe. Mais ça fait partie de cette guerre acharnée entre la Russie et l'Ukraine. Sergueï, voilà. je suppose que l'information vient d'être révélée et confirmée du côté ukrainien. On n'en parle pas encore du côté de Moscou. Peut-être sur le mode opératoire. Depuis 2 ans et demi, on en parle assez souvent entre les oligarques, les ennemis et les opposants. On a plutôt l'habitude des accidents ou des empoisonnements. Là, visiblement, c'est une véritable équipe, comme on dit, avec des drones, avec des mines, avec des bombes. Oui, il y en a. J'imagine qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a beaucoup même. Mais vous savez, des attentats contre des opposants, contre les personnes qui avaient émigré de la Russie, qui avaient quitté la Russie, des opposants du régime, etc. Mais c'est les tentatives d'assassinat d'un chef d'État et du chef d'État ennemi, qui est considéré par Moscou comme un État ennemi. C'est autre chose. Ça exige, je pense que ça exige des efforts extraordinaires. Et c'était prévu par les Ukrainiens, que cette possibilité était prévue par les Ukrainiens, et c'est pourquoi le dispositif de sécurité a toujours été très fort en Ukraine. De la sécurité du président et de ses proches et de ses collaborateurs. Vous restez avec nous, Sergueï Boutman. Alors, c'est assez étonnant, parce qu'il me semble que sur ce plateau, on nous a déjà dit qu'il y avait une espèce de
de modus operandi entre les Russes et les Ukrainiens pour éviter de taper Zelensky. Lors du déplacement. Et à l'inverse de taper Vladimir Poutine, visiblement, non. Gallagher, on va justement vous poser la question aussi. Et c'est vrai que pas mal d'experts qui nous rejoignent sur ce plateau nous disent, lors de déplacements, il y a une sorte de blanc-seing qui est donné pour ne pas justement atteindre à la sécurité de cette personne. Là, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une pression russe constante, mais qu'il y a un échec tout de même, que visiblement, il y a un service de sécurité qui est très très fort, très élevé autour du président ukrainien. Et ça nous montre aussi que même son entourage, rappelons-nous la tentative d'empoisonnement de la femme de Kirilo Boudanov récemment. Effectivement, et qui visait d'ailleurs probablement Kirilo Boudanov lui-même, et il semble faire à nouveau l'objet de tentatives de kidnapping et d'assassinat, puisqu'il serait sur une liste qui aurait été récupérée par les services de sécurité ou de renseignement plutôt intérieur ukrainiens, donc qui mettent à jour ce schéma qui visait directement Volodymyr Zelensky. Le verre à moitié plein, vous le rappelez, Anne, c'est que les services manifestement sont très efficaces pour repérer ces tentatives. Le verre à moitié vide, c'est que ça vient de l'intérieur, puisque les personnes qui sont appréhendées, arrêtées, elles travaillent directement sous l'autorité du président et elles sont même rattachées au Parlement ukrainien. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même un sérieux verre à l'intérieur du fruit. Ensuite, il faut quand même rappeler l'aspect très carnassier de ce pouvoir poutinien qui se dit, tiens, si j'allais tuer le chef de l'État voisin avant de m'emparer de son État. C'est-à-dire que, en fait, Vladimir Poutine, depuis février 2022, ne cesse d'essayer de repasser par la case départ de l'opération spéciale militaire, dont il faut rappeler que c'était la prise de la capitale et l'assassinat du président ukrainien, puisqu'on parle d'une opération génocidaire, mais elle est aussi stato- ou étacidaire, c'est-à-dire que ça a toujours été un objectif pour le Kremlin, d'au minimum s'emparer de Zelensky, voire de sa famille, et ensuite probablement de leur réserver le sort qui est décrit dans le schéma qui est raconté par les services de renseignement intérieur ukrainiens. Rien de tout cela n'est vérifiable. Une toute dernière petite info, et vous l'avez rappelé, Anne, en novembre 2023, vous savez, le tabloïd britannique Le Sun avait interviewé Volodymyr Zelensky. Il avait eu cette explication assez marrante, entre guillemets. Il avait dit, vous savez, les tentatives d'assassinat contre moi, c'est un peu comme la Covid. C'est-à-dire que la première fois, c'est effrayant, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis après, 2, 3, 4, 5 fois, en fait, c'est juste vos services qui viennent vous voir et qui vous expliquent, alors telle personne voulait s'en prendre à vous, voulait s'y prendre de cette manière, on a récupéré les armes, on a récupéré les plans, et voilà, vous n'y prêtez presque plus attention. Une toute dernière chose, c'est que Zelensky explique qu'il a désormais l'habitude de vivre avec cette possibilité, celle d'être kidnappé ou qu'il y ait des tentatives d'assassinat. Et il dit, moi, je ne veux pas vivre comme Vladimir Poutine enfermé dans mon bunker, je vais sortir et c'est le rôle de mes gardes du corps d'empêcher ces tentatives d'assassinat contre moi. Gallagher, vous restez avec nous. Alors, pendant que vous parliez, il y avait des images qui ont été diffusées. Vous avez vu des scènes d'arrestation, vous avez vu un drone avec une bombe en dessous. Toutes ces images sont fournies par les Ukrainiens. Ce sont des images de surveillance, notamment, qui ont été captées au cours de l'enquête. Avant de laisser la parole à notre plateau, j'ai juste une toute petite question. Sergueï, par rapport à ce que disait Gallagher à l'instant, est-ce que c'est possible, à votre avis, que Moscou ait pu retourner des gens qui sont, somme toute, proches du pouvoir ukrainien afin d'accomplir ces missions, assassiner une partie de la direction de l'Ukraine? Vous savez, bien sûr, et Gallagher a raison, et il ne faut pas oublier que l'histoire des relations et de la pénétration russe dans des services secrets ukrainiens, dans l'armée ukrainienne, n'avait pas commencé le 24 février 22. C'était avant, et on avait cette impression que beaucoup d'institutions ukrainiennes étaient bourrées d'espions et d'agents russes. Et c'est un miracle que ça n'a pas pu marcher pendant l'invasion et dès le début de la guerre. Oui, on avait l'impression que c'était vraiment
plein d'espions sur tous les échelons du pouvoir. Sergueï, vous restez avec nous, mais c'est exact. Il me semble que dans les premiers jours de l'invasion, il y a eu pas mal d'opérations, notamment des Ukrainiens. On traquait, entre guillemets, la fameuse 5e colonne. Il y a eu pas mal d'équipes qui ont été arrêtées. Vous y étiez, Xavier ? Il y a eu Kherson, notamment, où les ponts auraient dû être détruits. Enfin, bien avant Kherson, même. Et ça a permis l'avancée russe. Pour essayer d'éliminer Zelensky. Tout ça est très facilement explicable, en fait. Le président Yanukovych, donc pro-russe, fuit l'Ukraine en 2014. Entre 2014 et 2022, si je ne me trompe pas, il y a 8 ans. Et 8 ans, là, on a des dizaines et des dizaines d'années de collaboration entre les services ukrainiens de l'époque où ils étaient dans l'ex-Union soviétique, et puis après, la collaboration s'est poursuivie. Donc, en 8 ans, on ne peut pas totalement mettre à nu un service de sécurité, éradiquer toutes les taupes qui peuvent encore être sensibles aux arguments du Kremlin, que ce soit sensible à l'idéologie, que ce soit à la Grande Russie par exemple, sensible à l'argent. L'argent évidemment pèse un poids très très important, ou alors à des compromates quelconques avec des jeunes femmes ou autres, toute l'inventivité dont sont capables les services russes. Là, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'assassinat, la tentative d'assassinat telle qu'elle se dessine, alors évidemment un assassinat raté, après on peut dire ce qu'on veut derrière. Là, on ne saura certainement pas exactement la vérité. On va se poser la question. Plus difficile. Forcément, on va se poser la question, est-ce que c'est pas un coup des Ukrainiens comme les Russes ont souvent l'habitude de faire ? Ça pourrait aussi être à l'envers, qui profite le crime. Drapeau en quelque sorte. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de recruter des militaires au sein même du service de protection de Volodymyr Zelensky. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et finalement, ils n'y sont pas parvenus, a priori, d'après les éléments que nous donnent cet après-midi les Ukrainiens, dans le sens où ça a été déjoué. Alors on verra exactement. On n'a pas encore le profil de ces gens-là, des gens qui ont été arrêtés. C'est pas que ça n'a pas marché visiblement sous votre contrôle. C'est qu'ils ont été arrêtés. Voilà, c'est qu'ils ont été arrêtés. Il y a une grande différence entre retourner des gens. On a vu des hommes en état d'arrestation floutés en plus sur les images qu'on a diffusées à l'instant. Il faut voir quel est leur pédigré, d'où ils venaient, qui ils sont. Là, il faut un peu de travail pour aller creuser, pour voir exactement comment ça s'est fait. Après, pour l'autre tentative, notamment contre Boudanov, là, c'était un tir de drone qui aurait été maquillé par un tir de missile et encore par une autre explosion. Là, on est dans une espèce de théorie un peu délirante. Moi, ce qui m'étonne depuis le début, Volodymyr Zelensky, évidemment, prend énormément de précautions. Il vit en permanence, ou presque, avec ses gardes du corps. C'est une vie, franchement, très spéciale, extrêmement stressante. Il prend des entrées dérobées pour aller à la présidence. Par exemple, longtemps, les visiteurs ont été accueillis dans un pavillon qui s'appelle le pavillon des Chimères. En fait, c'est un grand escalier qui passe sous la présidence de l'Ukraine, qui a un look un peu bizarre d'ailleurs, et on va tout de suite en sous-sol. Est-ce qu'il aurait pu penser que parmi les hommes qui l'entourent, il y en a 2 qui auraient pu faire défection, qui auraient pu passer dans le camp russe ? Ça, pour lui, ça peut être un traumatisme assez important quand même. César a été tué par son fils. On va partir en Ukraine. Vous retrouvez Charline Noël. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce qu'il y a déjà quelques réactions suite à l'annonce de Kiev ? Et puis surtout, est-ce que c'est une crainte, ça, cette liquidation, ces menaces de liquidation de la part des Russes autour du président Zelensky, Charline ? C'est vrai que depuis l'invasion totale, le 24 février 2022, il y a cette inquiétude autour du président, cette ultra-protection d'ailleurs, contre des personnes qui pourraient fomenter des attentats sur le président Zelensky. À titre d'exemple, lorsque nous l'avons vu, nous étions à 200 mètres au niveau de certaines villes où Zelensky se déplaçait. On voyait bien que en fait, le système de sécurité est presque minimum de manière visible, c'est-à-dire qu'il y a à peine 3 personnes qui sécurisent les lieux. En réalité, évidemment, le périmètre est beaucoup plus sécurisé que cela, mais tout cela pour vous faire comprendre que même lorsque le président Zelensky se déplace, le but est de ne pas attirer l'attention de la population pour pas qu'il y ait un missile qui soit envoyé ensuite par les forces russes. Alors justement sur cette annonce faite par le gouvernement ukrainien, ce qui étonne ici, c'est que c'était une opération visiblement orchestrée par le FSB, mais surtout ce sont les taupes qu'il y a qui sont missionnées par le FSB, des taupes ukrainiennes, parce que là il s'agirait d'un colonel
colonels des services de sécurité. C'est-à-dire que ce sont typiquement les personnes qui organisent de la sécurité lorsqu'il y a des officiels qui se déplacent, lorsqu'il y a des présidents, par exemple aussi le président français. Donc vous voyez quand même le grade de cette personne qui est pour le moment soupçonnée. Bien c'est là où ça pose des questions et c'est finalement la plus grande crainte ici en Ukraine, c'est le travail invisible que nous ne voyons pas, mais d'aller déceler toutes ces personnes qui renseignent, ces personnes qui sont à l'intérieur même des arcanes du pouvoir et qui pourraient donc aider la Russie à tuer le président ukrainien évidemment, mais pas seulement, aussi les personnes les plus importantes qui l'entourent et donc qui mènent aussi, qui sont très importantes pour cette guerre. Grand merci Charline Hurel et merci à Charlotte Lefetté qui vous accompagne. C'était très intéressant ce que disait Charline Général parce que, alors contrairement aux Russes qui, quand ils nous servent des légendes, c'est avec des gens absolument improbables, là il s'agit d'un colonel de l'armée ukrainienne qui travaillait directement dans le service de sécurité de Volodymyr Zelensky. Donc même pour des esprits chagrins, on ne peut pas dire que... Kiev, aujourd'hui, nous raconte une histoire, nous raconte des balivernes. Ce type, il existe bien et son boulot, il l'avait. Mais il y a des noms, d'ailleurs, qui ont été divulgués par le SBU. Alors, je ne suis pas expert en meurtre politique, donc je ne revendique pas d'expertise dans ce cadre-là. Quelques observations. La première, c'est que les deux... on dit que les réseaux de les services de renseignement ukrainiens sont infiltrés par les Russes, la réciproque est vraie. Et en particulier, ce qui a convaincu les Américains que la guerre allait bien commencer, enfin cette phase-là de la guerre allait bien commencer le 22 février, c'est qu'ils ont vu la mise en place du plan d'assassinat qui était prévu par les Russes. Parce que les Russes, ce qu'ils avaient prévu en arrivant à Kiev le 22 février, c'était d'assassiner Zelensky et un paquet d'autres. Mais vous vous rappelez, Général, la première intervention de Zelensky, il fait le tout premier message vidéo et il dit « peut-être que dans 2 jours, je ne suis plus là ». Ah oui, et en fait, les Américains, quand ils ont vu arriver, avec les services ukrainiens, quand ils ont vu arriver les assassins, en fait, ils se sont dit « ok, ils vont commencer ». Jusque-là, c'était peut-être de la gesticulation. Là, quand on met en place les tueurs, ça va. Et c'était, semble-t-il, ça fait partie du plan de ce que les Russes appellent la décapitation d'État, ce qu'ils ont fait en Pologne en 1939. Donc toutes les élites y passent, etc. etc. Donc là, bon, on est dans la continuité. Maintenant, Zelensky, il a le poids qu'il a, c'est clair, mais il n'est pas immortel et il n'est pas irremplaçable. Et c'est l'avantage de l'Ukraine, qui est quand même une démocratie. Donc, même si Zelensky est tué, ou fait prison, enfin bon bref, mis hors d'état de nuire du point de vue des Russes, eh ben, il y a quelqu'un d'autre derrière, dans la chaîne de l'État, qui continuera le combat. Alors le fera-t-il aussi bien que Zelensky? Sera-t-il quelqu'un d'aussi emblématique que Zelensky? On verra. Mais en Russie, vous tuez Poutine, tout le régime s'effondre. En Ukraine, vous tuez Zelensky, bon, on s'adaptera. Ça ne va pas être facile, mais ça se passera plutôt bien. Je pense. Donc ça va, mais ça va continuer, c'est clair. Maintenant, Indira Gandhi, elle a été tuée par un de ses gardes du corps. Pour des motifs religieux. Là, on est vraiment au cœur de ça, parce que l'UDO, c'est l'organe de protection des personnalités qui est directement sous la responsabilité du président Volodymyr Zelensky. Catherine. Avant de retrouver Gallagher. Oui. Mais aussi, c'est un moyen de déstabiliser le pouvoir, parce qu'effectivement, les hommes qui sont tellement proches de Zelensky, dont on pourrait imaginer qu'ils sont prêts justement à mourir pour lui, pour assurer sa protection. Boudanov, le très puissant patron des renseignements, enfin, voilà, c'était vraiment l'État non, mais donc justement, qui devait être décapité. Qui se multiplient, qui a priori sont réels, parce que ça vient des Ukrainiens eux-mêmes, qui donc révèlent un aspect pas très glorieux de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Ça veut dire que, vous savez, quand vous ne pouvez pas avoir confiance dans ceux qui sont les plus proches de vous et qui, justement, sont censés assurer votre sécurité, évidemment, quand en plus vous ajoutez à ça la fatigue de cette guerre qui dure depuis longtemps, c'est aussi un moyen de déstabiliser... Les affaires de corruption au plus haut niveau. Exactement. Voilà, tout ça, le vieux passif qui ressort. Et l'autre chose, c'est que... Personnellement, les 2 colonels arrêtés, bien sûr, d'ailleurs. Mais vraisemblablement, puisque oui, ce sont des gens qui partageaient certainement son quotidien. Et c'est vrai qu'en même temps, réussir à retourner quelqu'un qui s'occupe de la sécurité de votre cible, c'est ce qui marche le mieux, parce que les gens ont un accès facile. Et on parlait d'Indira Gandhi.
Il y a un président algérien aussi, le président Boudiaf, dans les années 90, qui a été tué par un de ses gardes du corps. Donc c'est vraiment le moyen finalement le plus efficace en principe, parce que ce sont des gens qui ont accès aux cercles les plus importants du pouvoir. Donc on imagine qu'à la suite de l'affaire Boudanov et maintenant ce qu'on peut appeler l'affaire Zelensky, il va y avoir un grand coup de balai qui va être donné dans les services de protection ukrainiens, et que c'est forcément aussi un moment de fragilité, parce que ça veut dire qu'il faut à ce moment-là revoir cas par cas qui est qui fait quoi, quels sont les contacts, et est-ce que d'autres ont pu être tournés aussi par les Russes. Donc ça va être un moment sensible. Avec une immense paranoïa qui va s'emparer de tout le monde, et c'est pas une atmosphère très sereine pour mener. Non, mais les conséquences seront très très compliquées à gérer pour les Ukrainiens. Ce qui est intéressant aussi, c'est le degré de détail, parce que c'est vrai que le SBU il communique souvent sur tout ce qui se passe, les agents infiltrés, les personnes arrêtées, etc. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a à ce point-là des détails sur la façon dont Boudanov devait être assassiné, une attaque à la roquette, masquée par un drone, comme on le disait. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est assez rare. Plusieurs temps, c'est de la part du SBU. Gallagher, vous êtes d'accord avec ça? Comme à chaque fois, il va y avoir un grand coup de balai là, dans ce service des renseignements ukrainiens. Ça avait déjà commencé. Il le fait déjà en temps normal, le président Zelensky, que ce soit pour corruption. La semaine dernière, il y avait eu aussi quelques remaniements. Là, on va y aller. On va faire une purge dans ce service de sécurité ou pas? Oui, bien évidemment, Anne, c'est très intéressant et ça a été rappelé par Xavier en plateau. L'UDO, c'est quand même pas n'importe quel service, il dépend directement du président, il est donc responsable de la sécurité présidentielle, il est également lié à la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien. Rappelez-vous, en termes de ménage, c'est le terme que vous employez, et ça, Xavier en a parlé, après l'épisode de Kherson, Zelensky, il a viré quelqu'un, il a viré le patron du SBU, donc le renseignement intérieur ukrainien. C'était très intéressant, c'est un type qui s'appelle Ivan Bakanov. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que c'est un ami très très proche de Zelensky, ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans, et Zelensky l'a accusé de ne pas avoir fait suffisamment pour faire le nettoyage justement à l'intérieur de son propre service, accusé d'être très largement corrompu et infiltré par les Russes. C'est une absolue obsession de la part des Ukrainiens, cette infiltration par les services russes. Il faut savoir que notamment en 2014, au moment du Maïdan, il y a à peu près la moitié des services de renseignement ukrainiens qui ont fait défection, qui sont partis côté russe. Ce qui ne veut pas dire que toutes celles et ceux qui sont restés sont fidèles et loyaux à l'État ukrainien, mais ça vous donne déjà une idée de la proportion en termes d'infiltration. Une deuxième chose, c'est que ce qu'on voit là, c'est que finalement, on est, et c'est souvent le cas dans un État sous pression, dans un moment de guerre avec de possibles infiltrations, avec des services qui se surveillent les uns les autres, donc grande tension entre les différents services de sécurité et ces multicouches comme dans de nombreux États. Zelensky, quand il avait parlé au Sun, le tabloïd, je le citais, ça s'était fait en novembre, je crois, 2023, il avait même indiqué qu'il y a une opération qui s'appelle Maïdan 3 et qui prévoit justement un plan russe de destitution par tous les moyens possibles et nécessaires du président ukrainien. Attention, et ça a été dit en plateau, on est en Ukraine dans un régime présidentiel, il n'y aura pas de vacances du pouvoir. Les Américains ont été interrogés à ce sujet, les officiels ukrainiens qui ne veulent pas beaucoup en parler l'ont aussi dit à demi-mot. La constitution ukrainienne prévoit qu'en cas de disparition, décès ou incapacité du président, il est immédiatement remplacé par le président justement du Parlement de la Rada, un type qui s'appelle Ruslan Stefanchuk, pas très populaire parmi les Ukrainiens, mais en tous les cas, il prendrait immédiatement le pouvoir à la place de Zelensky. Donc, du point de vue du fonctionnement de la démocratie, pas de problème. En revanche, ce serait un immense coup dur psychologique pour le pays. Ça, il ne faut pas se mentir à ce sujet. C'est clair que l'Ukraine et les nations partenaires et alliées de l'Ukraine prendraient aussi un gros coup parce qu'il ne faut jamais oublier, si vous voulez, l'importance que Zelensky a pris dans le dispositif de résistance ukrainienne par sa parole, par son rôle et par sa présence. Juste une dernière fois, je voudrais qu'on revienne à Moscou avec Sergueï Boutman. Sergueï, quel intérêt pour Poutine de faire éliminer son rival ?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Poutine, mais peut-être c'est un but tout à fait réel quand on veut s'emparer ou bien vaincre un État voisin. C'est un but tout à fait réel. Mais ce qui est aussi très important, c'est le côté psychologique, parce que l'Ukraine et la Russie, on a tous ensemble un passé stalinien. Quand il y a eu énormément, des milliers et des milliers d'espions imaginaires et semer la paranoïa chez l'ennemi, ou bien c'est semer la méfiance, c'est réel ou ce n'est pas réel. Quand on a cette mémoire historique des faux procès de Staline et des faux espions, c'est aussi un but psychologique qui peut être visé par Moscou aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sergueï. Xavier, le problème du choc, comme le disait le général à l'instant, si jamais ça arrive, ou si jamais ça devait arriver, c'est terrible pour une population dont l'armée doute, avec des ennemis aujourd'hui qui sont aux portes des grandes villes et des alliés, qu'on le veuille ou non, qui peinent à fournir des armes en quantité suffisante. Enfin, tout ça arrive... Je ne vais pas dire au bon moment, parce que voilà, mais si on se place du côté de Moscou, si ces attentats avaient réussi, tout ça arrive dans un bon timing. Alors, le sacre aujourd'hui de Poutine, la réélection, et puis la journée du 9, parce que vous voulez apporter ça à Poutine. Voilà, c'est ça visiblement qui... Un cadeau d'intronisation. Quel cadeau. La tête sur... Il faut quand même avoir... Non, mais voilà, mais vous avez raison, en général, l'expression la est là. La tête de son ennemi sur un plateau en argent. Oui. Et Salomé qui vient... Quand ça arrive, l'assassinat d'un chef d'État en pleine guerre, c'est toujours un événement dramatique pour le pays, pour la population, pour l'armée, évidemment. Là, on est au bout de 2 ans de guerre, on a une population, on le sait, qui est extrêmement fatiguée, on a une armée qui a beaucoup de mal à contenir les Russes sur le terrain, il y a des dizaines, centaines maintenant de kilomètres carrés qui ont été repris, il y a une initiative russe aujourd'hui sur le terrain, avant que l'aide américaine soit pleinement... Qui a un prix, hein, on le verra tout à l'heure dans cette émission. Qui coûte très très cher aux Russes, et qui est peut-être pour le moment une sorte de victoire à la Pyrrhus. Les vieilles méthodes sont toujours là. Factuellement, le constat sur le terrain, c'est que ça ne va pas bien pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, alors demain on verra, les choses peuvent se retourner assez vite. Si on assassine, à mon sens, Volodymyr Zelensky, le chef de l'État, dans ces conditions-là, pour le pays, c'est un choc. C'est pas forcément sûr qu'il puisse s'en remettre. Ça peut être la débandade, comme à la limite, ça peut aussi provoquer l'effet inverse. Ça peut entraîner, au contraire, une motivation totale et submerger les Russes dans la foulée. Mais on peut quand même penser que ce serait quelque chose d'extrêmement grave. Volodymyr Zelensky est la personnification de la résistance ukrainienne depuis le début de la guerre, même avant le début de la guerre. Sa disparition aujourd'hui ferait beaucoup de dommages. Oui, mais ce qui est pire, général, c'est si ça avait fonctionné, c'est-à-dire que Zelensky aurait été tué comme son numéro 1 des services de renseignement par des Ukrainiens. Et des services de sécurité. Et des services de sécurité. C'est pire que si vous prenez une équipe venue d'un autre pays qui remplit une mission. Tué par les siens. Tué par des traîtres. Pas par la population lors d'une émeute ou un truc comme ça. Tué par des traîtres. On va voir qui ils sont. Et Zelensky, il ne gouverne pas seul. Il a une équipe autour de lui. Il n'est pas un autocrate où toutes les décisions ne dépendent que de lui. On l'a vu d'ailleurs sur des décisions aussi basiques que la loi sur la mobilisation. Il compose avec le Parlement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on est dans un contexte de pouvoir partagé. Et sur le symbole, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le choc, etc. Mais à la limite, son symbole, il durera après sa mort. Il peut devenir un martyr aussi. Ça sera le martyr, aussi le symbole de la lutte ukrainienne. Et moi, je crois plus à l'hypothèse d'un regain de fureur de la population qu'un effondrement systémique. Non, mais il n'y a pas d'effondrement. Mais c'est vrai que si vous avez une équipe d'extérieur qui vient remplir un contrat, le symbole que des Ukrainiens les plus proches tentent d'abattre ou de détruire Zelensky. Au moment où en plus la Russie est en train d'avoir l'avantage sur le terrain, même s'il n'est pas question qu'elle marche sur Kiev demain matin, mais
C'est-à-dire que ça veut dire qu'au moment où les Ukrainiens, justement, ont le plus besoin de se serrer les coudes pour continuer à combattre, alors que les Russes sont plutôt en position avantageuse, si à ce moment-là, justement, ça se délite et qu'on en arrive à assassiner le symbole des symboles, parce que Volodymyr Zelensky, c'est bien plus que le président de l'Ukraine, c'est le résistant, c'est le communicant, c'est celui qui a tout réussi d'une certaine manière. Donc là, quand même, pour les Ukrainiens, ce serait évidemment dévastateur. Ça le serait aussi pour les alliés de l'Ukraine. Parce qu'effectivement, Volodymyr Zelensky, il a noué des liens avec tous les présidents, tous les responsables des gouvernements qui soutiennent l'Ukraine. Et il y a une connivence qui existe maintenant quand même entre eux. Donc il faudrait rebâtir une relation de confiance. Ce serait vraiment un coup majeur quand même porté à l'Ukraine, le fait que Volodymyr Zelensky soit lui-même assassiné par des Ukrainiens, dirigé par des Russes. Ce serait Piloté, quand même le raison, pire. Ouais. On peut aussi voir ça en prenant un contrepoint, en fait un contre-pied, et de dire que finalement, c'est peut-être au moment où les Ukrainiens commencent à voir une petite flamme au bout du tunnel, où peut-être ils auraient une chance de freiner largement, voire même plus, les Russes sur le terrain, que Moscou, à l'instar de dégainer des menaces nucléaires, envisageait d'assassiner le président de l'Ukraine, parce que finalement, il faut en finir, et que sur le terrain, les résultats russes ne sont pas à la hauteur de ce qu'espérait le tsar. Et par exemple, pas de cadeau pour son intronisation, même si évidemment l'image est extrêmement forte. Pas besoin de mobiliser. Pas non plus de prise importante. En tout cas, ce sera pas de Chassiviar a priori pour le 9 mai, le jour le plus important en fait pour la Fédération de Russie, pour la Russie, pour l'URSS, de cette grande victoire patriotique sur le nazisme. En tout cas,